Bernard Stiegler. Le toutou. Bonjour. Tu vas faire une conférence. Tu t'appelles comment, toi? Alors, de quoi tu vas nous parler? De quoi tu vas nous parler? La voix de son maître. Ouais. Donc, pour ceux qui sont habitués au Café Repère, je vous ai déjà parlé de Bernard Stiegler et de son association Ars Industrialis. Ce soir, j'en parlerai pas, parce que c'est Bernard qui va nous parler. Et le titre de la conférence, on peut appeler ça comme ça, une conférence? Ouais, une conférence de Bernard, c'est Savoir et politique, sachant que le mois dernier, nous avons regardé ici Chomsky et compagnie, et je pense que ce n'est pas sans pont, hein. Il y a un vrai pont entre ton intervention de ce soir... Un tunnel, plutôt. Un tunnel. Ah, c'est pas en dessous. D'accord. Okay. Donc, je te laisse la parole et ensuite, on pourra se retrouver. Il y a des petites grillades qui nous attendent pour terminer la soirée ensemble autour de Kefta. C'est ça, Kefta. Voilà. Je te laisse la parole. Merci. Bonsoir à vous tous. Merci au Café Repère et à Jean de son invitation. Avant de commencer à présenter ma proposition, je vais vous projeter un petit morceau de film, qui est un film qui a été réalisé par un réalisateur anglais de la BBC, qui s'appelle Adam Curtis, et qui présente l'histoire d'un homme qui a joué un rôle très très important aux États-Unis au début du XXe siècle, qui s'appelle Edward Bernays. Je vais vous laisser découvrir. C'est en anglais. Je commenterai un petit peu pour dire de quoi il s'agit. A new theory about human nature was put forward by Sigmund Freud. He had discovered, he said, primitive sexual and aggressive forces hidden deep inside the minds of all human beings. Ça, c'est Sigmund Freud, donc. Hein? Forces which, if not controlled, led individuals and societies to chaos and destruction. This series is about how those in power have used Freud's theories to try and control the dangerous crowd in an age of mass democracy. But the heart of the story is not... Les foules et leur comportement, crowds and their behavior. Ce film raconte comment la théorie de Freud va être utilisée par quelqu'un qui est son neveu, qui s'appelle Edward Bernays, et il va être mis au service du contrôle comportemental des individus, en règle générale, et plus précisément au service du marketing américain. Just Sigmund Freud, but other members of the Freud family. Voilà, ça c'est Edward Bernays, le neveu de Freud, qui est là âgé, qui est devenu très riche. This episode is about Freud's American nephew, Edward Bernays. Bernays is almost completely unknown today, but his influence on the 20th century was nearly as great as his uncle's. Because Bernays was the first person to take Freud's ideas about human beings and use them to manipulate the masses. Donc il dit que Bernays a utilisé les théories de son oncle, Freud, pour manipuler les masses. He showed American corporations for the first time how they could make people want things they didn't need by linking mass production. Il faisait en sorte de faire aux gens des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, dont ils n'avaient pas besoin, plus exactement, en manipulant leurs désirs, par exemple les faire fumer, ou leur faire consommer des choses dont ils n'ont pas besoin. Out of this would come a new political idea of how to control the masses. Au départ, le but était de contrôler les gens pour leur comportement politique, mais ensuite c'est devenu un contrôle comportemental pour le By marketing. satisfying people's inner selfish desires, one made them happy and thus docile. It was the start of the all-consuming self, which has come to dominate our world today. Voilà, c'était l'introduction de... On va s'arrêter là, pour ça. Et maintenant, on va passer... Excusez-moi, voilà. Au diaporama.
Alors, j'ai appelé cette intervention « Savoir et un peu de l'Arsène ». Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai appelé cette intervention « Savoir et politique ». Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Au départ, parce que je voudrais ouvrir une discussion ici ce soir, mais plus généralement, parce que ça c'est le début d'un livre en fait, sur le statut du savoir dans l'action politique, du savoir au sens du savoir scientifique et de toutes les formes de savoir. Je cherche à ouvrir cette discussion au moment où, à notre époque, au début du XXIe siècle, le crédit de l'action politique s'écroule. Et selon moi, faute de savoir, faute de fonder l'action politique sur du savoir, et sous les effets de ce que j'appelle une bêtise systémique, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui affecte absolument tout le monde, à commencer par moi et par vous. Ce n'est pas les autres qui sont pris par cette bêtise systémique, mais qui affecte aussi, par exemple, tous les gens qui sont dans le monde politique, les leaders politiques, le président de la République française, par exemple, et qui les conduit au populisme, au renoncement à toutes leurs ambitions, au cynisme, à toutes les formes de démission. Mais c'est aussi parce que, si j'ai pris ce thème savoir et politique, c'est parce que la technologie et avec elle la science qui est mise en œuvre, puisque la technologie c'est de la technique où la science est mise à contribution du développement technique, cette technologie et cette science sont mises en cause. Le savoir scientifique semblant être ainsi discrédité lui-même. Par exemple, dans le cas du débat autour des OGM, des nanotechnologies, des biotechnologies, de la traçabilité, etc. En ce moment, des appels sont lancés, en France et ailleurs, pour que les citoyens soient associés aux choix technologiques. Et moi-même, j'ai publié un texte qui plaide dans ce sens-là. Il existe en France un office parlementaire des choix technologiques, mais on ne lui fait plus confiance. Il est discrédité, lui aussi. Et on cherche à mettre en place des débats citoyens et des processus d'innovation sociale pour essayer d'ouvrir un véritable débat. Ce thème savoir et politique, c'est aussi le thème savoir et pouvoir en général, dans le contexte de l'actualité de l'après-Fukushima. Mais de ce qu'on pourrait aussi dire le pendant, l'encore et le toujours Fukushima. Parce qu'après l'explosion, il y a un pendant, un encore et un toujours, et un long et un lourd développement des conséquences de cette explosion, tout comme de celle de Tchernobyl, il y a 25 ans, pour laquelle encore aujourd'hui, on n'arrive pas à arrêter les fuites radioactives. Mais outre toutes ces raisons-là, j'ai proposé au Café Repère de parler de cette thématique savoir et politique parce que je voudrais éclaircir une question qui me paraît nuire gravement aujourd'hui au débat interne au mouvement de gauche et qui concerne la place que peut et que doit assumer le savoir théorique dans la pensée et dans l'action politique. Et à cet égard, je pense que la polémique entre Noam Chomsky, que voici, et d'autre part la pensée liée à ce qu'on a appelé la pensée française, la French Thought, comme on dit en anglais, ou la French Theory, qui est par exemple représentée par ce philosophe, qui est Michel Foucault, ou encore par celui-ci, qui s'appelle Gilles Deleuze, ou encore celui-ci, Jacques Derrida. Cette polémique doit être analysée en profondeur, parce que tous ces gens-là sont des penseurs de gauche, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Et je vais essayer d'esquisser ici une analyse de ce qui se joue là. Donc le contexte, c'est l'après-Fukushima, où se pose la question du savoir lorsqu'il est devenu un organe du pouvoir. Et là, je parle surtout du pouvoir économique, du pouvoir, par exemple, des groupes énergétiques. Et c'est la question d'une reformulation de ce que disait Habermas, le philosophe allemand, dans un livre qui s'appelle « La science et la technique comme idéologie », et qui commente, en fait, qui poursuit des réflexions du philosophe allemand Herbert Marcuse, qui a joué un rôle, vous le savez peut-être, très important dans le mouvement de 68. Dans La technique et la science comme idéologie, Max Weber montre que, Jürgen Habermas rappelle que Max Weber, un philosophe allemand, lui aussi, a décrit un processus qu'il a appelé de rationalisation, dans lequel toutes les acquisitions liées à l'histoire de la raison
notamment de la raison telle que les Lumières au XVIIIe siècle l'ont définie, ont été mises en fait au service d'une rationalisation visant à étendre le pouvoir économique et politique sur les individus. Et dans ce texte, qui se poursuit là, Habermas soutient donc que nous vivons dans un contexte aujourd'hui où la raison a été détournée en quelque sorte de ce pourquoi elle avait été conçue, si je puis dire, à l'époque du XVIIIe siècle, à savoir la libération des individus, la lutte contre l'aliénation, et elle a été mise en fait au service de l'aliénation. Ma thèse, c'est que la question actuelle de la soumission du savoir au pouvoir, et donc je parle des pouvoirs économiques autant que des pouvoirs politiques, et même plus que des pouvoirs politiques, c'est-à-dire des pouvoirs publics, de la puissance publique, c'est un processus qui doit être analysé dans le contexte de ce que j'appelle une prolétarisation généralisée. Je préciserai tout à l'heure ce que j'entends par là. Une économie que j'ai appelée l'économie de l'incurie, et qui repose en fait, selon moi, sur des courts-circuits, sur le fait que toutes les structures qui permettent de produire du savoir avec du non-savoir, qui permettent de transformer par exemple des pulsions en libido, dans ce que Freud appelait de la libido, de l'investissement, eh bien ce sont des structures qui sont détruites aujourd'hui par le développement des technologies contemporaines. Ma théorie ici, c'est que ce que j'appelle la bêtise systémique, c'est ce qui est produit par une destruction des structures de ce que Freud appelait la sublimation. Qu'est-ce que c'est que la sublimation? C'est un processus par lequel nous sommes tous des êtres pulsionnels, mais nos comportements, nos tendances pulsionnelles, lorsque nous les économisons dans ce que Freud appelle l'économie libidinale, nous les transformons en un investissement social. C'est-à-dire qu'au lieu de satisfaire nos pulsions pour consommer les objets de nos pulsions, nous nous attachons à ces objets et nous transformons nos pulsions en amour, par exemple, ou en processus d'idéalisation. C'est pas forcément de l'amour pour une personne, ça peut être l'amour de la géométrie, ou même de la politique, ou de Dieu, ou de ses enfants, etc. Et ce que je soutiens, c'est que, à notre époque, et beaucoup sous l'influence d'Edward Bernays, qu'on a vu tout à l'heure, et j'y reviendrai, la technique a été mise en œuvre pour court-circuiter tous ces processus de transformation des pulsions en investissement idéalisés, et ça a conduit à la destruction de toutes les formes de savoir. Les savoir-faire, par exemple, on y reviendra tout à l'heure avec les savoirs des ouvriers, qui sont devenus des prolétaires, les savoir-vivre, les savoirs des consommateurs qui ne savent plus vivre parce qu'en fait, on leur prescrit leur mode de vie à travers des cabinets de marketing spécialisés là-dedans, et les savoirs théoriques qui servent à penser le monde, à le critiquer, et qui en fait sont des cristallisations de la conscience collective, qui servent de base à l'intelligence collective, et dont on verra tout à l'heure pourquoi ils ont été liquidés. Ce que j'appelle ici la prolétarisation, ça frappe absolument tout le monde, et en particulier ceux-ci sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Par exemple, ce monsieur, que vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu à la télévision, il s'appelle Alan Greenspan. C'est l'ancien directeur de la Réserve fédérale américaine. Ou encore ce monsieur-là, il s'appelle Carlos Ghosn. C'est lui qui a foutu à la porte des gens et qui est maintenant obligé de les réintégrer, qui a versé de grosses indemnités. Ou encore ce monsieur-là, qui a beaucoup vieilli, on le reverra plus tard, c'est le patron de TEPCO. La prolétarisation, c'est la privation de savoir par la technique. C'est le fait que la technique intériorise des processus de savoir et qu'en fait nous sommes dépossédés de ces savoirs. Et c'est de ce point de vue-là une destruction des savoir-vivre, des savoir-faire et des savoirs théoriques. Il faudrait ajouter à cette question d'ailleurs celle qu'a étudiée Antonio Gramsci, un des fondateurs du Parti communiste italien, qui a passé beaucoup de temps en prison et qui avait développé le concept d'hégémonie culturelle et qui montrait qu'en fait le pouvoir se conquiert d'abord par le contrôle culturel des individus, bien plus que par la force. Il avait d'ailleurs beaucoup critiqué le marxisme classique en disant que le marxisme négligeait gravement cette question. Et effectivement, pendant que le marxisme négligeait cette question,
Bernays, le neveu de Freud, lui mettait en place des techniques d'hégémonie culturelle à travers le marketing. Je suis désolé. Il y a un micro, mais non, le micro il marche pas. C'est le micro de la caméra. Je vais essayer de parler plus fort. Alors, la question, c'est le statut du savoir dans l'action politique. Et c'est l'arrière-plan d'un vaste, cette question-là, pour moi, c'est l'arrière-plan d'un vaste malentendu, voire d'un conflit fondamental dans la pensée dite de gauche. Et en particulier entre Chomsky, dont on a vu la photo tout à l'heure, et tout le courant de pensée qu'il représente aux États-Unis et bien au-delà, et ce qu'on a appelé la French Theory, donc, ou encore le post-structuralisme. Pour comprendre ce dont il s'agit, il faut parler de ce que c'est que le structuralisme. Et il faut savoir que Chomsky lui-même appartient au départ au structuralisme, à un courant structuraliste qui est non-saussurien. Alors qu'est-ce que ça veut dire, non-saussurien? Qu'est-ce que le structuralisme? Et le structuralisme, c'est apparu en anthropologie. Un des grands théoriciens du structuralisme, c'est Claude Lévi-Strauss, qui est mort il y a 2 ans, qui a écrit une anthropologie structurale. Et puis ça s'est développé en psychanalyse, en littérature, et surtout, et je dirais d'abord en linguistique, avec ce qu'on appelle la linguistique saussurienne. Voici Ferdinand de Saussure, un savant suisse, qui a élaboré une théorie de la linguistique, qui était en fait une épistémologie de la linguistique, qui a fondé ce qu'on appelle la linguistique générale. Voici son cours, qui a été donné en français, parce que c'était un Suisse roman. Et dans ce cours, Saussure posait que en linguistique, pour appréhender l'objet de la linguistique, les objets linguistiques, il fallait comprendre que c'est le point de vue sur les objets qui crée l'objet. Et donc que l'objet est constitué par la méthode avec laquelle on l'investigue. Et cette démarche a été généralisée en sciences humaines par Lévi-Strauss et par beaucoup d'autres, et elle est devenue une espèce de base générale de ce qu'on appelait le structuralisme, qui appliquait un certain nombre de principes, qui étaient par exemple le fait que, quand on aborde un phénomène humain, si on veut comprendre ce phénomène, on peut l'aborder soit d'un point de vue synchronique, c'est-à-dire en l'analysant dans la simultanéité des faits en 2011, par exemple, ou soit d'un point de vue diachronique, c'est-à-dire comme un processus de transformation à travers des successions de structures synchroniques, c'est-à-dire à travers le temps. Il posait que des structures donc synchroniques et des processus diachroniques combinaient entre eux des éléments combinatoires, et que cette combinatoire elle était régie par des règles qu'on dit syntagmatiques, c'est-à-dire comme par exemple en linguistique on parle de la syntaxe et du syntagme, ou par des règles paradigmatiques, comme on le développe en sémantique. Cette linguistique dite saussurienne a joué un rôle énorme dans les années 60 en particulier en France, et notamment en psychanalyse, avec Jacques Lacan, qui a développé une théorie du signifiant, et qui a réinterprété tout Freud à partir de ce point de vue structuraliste, où il posait que le langage est un analogue de la structure de l'inconscient, et qu'à travers l'étude du langage, on pouvait rentrer dans une étude rationnelle de l'inconscient. Cela dit, le structuralisme, ça s'est étendu à toutes sortes de domaines. Il y a eu des historiens structuralistes, des préhistoriens structuralistes comme André Leroi-Gourhan. Il y a eu aussi des politiques structuralistes. Il y a eu des mouvements littéraires, comme le mouvement tel quel, qui était structuraliste, où on voit là le nom de Julia Kristeva, par exemple, qui combinait d'ailleurs les théories de Saussure avec les théories de ce qu'on appelle les formalistes russes, qui étaient des théoriciens de la littérature du début du XXe siècle. Tout ça a conduit aussi à une nouvelle critique littéraire, celle qui a été mise en œuvre par Roland Barthes, qui a été très largement popularisée à travers notamment ses essais critiques, dans lesquels il a révolutionné la façon d'analyser les textes littéraires. Quant à Chomsky, il a repris lui-même le concept de structure, mais il en a totalement changé le sens. Il a élaboré ce que l'on appelle la théorie d'une grammaire générative, c'est-à-dire une théorie structuraliste, elle aussi, mais qui posait que dans le domaine de la linguistique, il y avait en quelque sorte à l'origine de toutes les structures linguistiques connues et patentes, par exemple le fait que nous parlons français, en Angleterre on parle anglais, etc. Il y avait en dessous de ces structures visibles et accessibles, ce qu'il appelait des structures de surface,
il y avait selon lui des structures profondes, inconnues mais innées, et qui, par des règles de transformation mises en œuvre par ce qu'on appelle des grammaires génératives, étaient capables de s'actualiser sous des formes diverses et de se manifester comme telle ou telle langue. Les langues indo-européennes, les langues asiatiques, etc. Ça a été développé par Chomsky dans ce livre-ci qui s'appelle « Le langage et la pensée ». Au cours des années 1960, cependant, plutôt vers la fin des années 60, des penseurs sont venus mettre en cause une certaine arrogance du structuralisme, qui avait tendance, à un moment donné, à se présenter comme un cadre d'explication générale de tous les faits humains, individuels, par exemple dans la psychanalyse, ou collectifs, par exemple dans la littérature ou les sciences sociales ou l'histoire. Ce que visait cette remise en cause du structuralisme, qu'on a appelé le post-structuralisme, donc ça ne visait pas Chomsky tellement, parce qu'à cette époque-là, Chomsky n'était pas très connu en France, ni dans le monde d'ailleurs. Ça visait plutôt la façon dont les sciences de l'homme et de la société paraissaient atteindre les limites de ce modèle et conduire à des impasses. Par exemple, si Michel Foucault a utilisé le concept de structure et les concepts saussuriens, il a rapidement mis en œuvre une généalogie et une archéologie des savoirs dans Les mots et les choses, puis dans un livre qui s'appelle L'archéologie des savoirs, où il a cherché à faire s'émanciper l'approche des faits humains du formalisme, du structuralisme. Mais ce sont surtout Jacques Derrida et Gilles Deleuze, qui ont été des philosophes français extrêmement connus, qui sont d'ailleurs les plus connus des philosophes dans le monde aujourd'hui, qui ont profondément sapé les fondements même du courant structuraliste. Courant d'ailleurs qui avait le très grand avantage de permettre un dialogue très fécond entre les disciplines. C'est-à-dire qu'à travers le structuralisme, les psychologues, les linguistes, les géographes, les historiens, même les mathématiciens dialoguaient, et il y avait une espèce de courant de pensée global qui se développait et qui était extrêmement riche, qui conduisait d'ailleurs à des points de vue politiques, par exemple celui de Louis Althusser, qui était un théoricien marxiste structuraliste. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails, je ne suis pas venu pour vous faire un cours sur l'histoire du post-structuralisme. Si vous souhaitez, on y reviendra dans la discussion tout à l'heure, mais en revanche, je vous parle de tout cela parce qu'il faut savoir que tout ce que je viens de vous dire, il faut le savoir pour comprendre d'où vient le fait que Chomsky, à un moment donné, a manifesté la plus vive animosité à l'encontre des penseurs français et de leurs successeurs. Les penseurs français dont je vous ai parlé, Foucault, Lyotard, Deleuze, Derrida, mais aussi leurs successeurs comme Lyotard, Bruno Latour et un certain nombre d'autres. C'est ce qui a constitué d'ailleurs l'enjeu d'un livre qui est un véritable pamphlet de Bricmont et Sokal, qui s'appelle Les impostures intellectuelles. Dans ce pamphlet, Sokal et Bricmont ont quasiment essayé de démontrer par une espèce de canular que les théories de Lacan en particulier reposaient complètement sur des falsifications ou des mésinterprétations fantaisistes de la science de leur époque. Mais au-delà de Lacan, il s'agissait de déconsidérer la psychanalyse dans son ensemble, la schizoanalyse de Deleuze et de Guattari, la déconstruction de Jacques Derrida, la sociologie des sciences de Bruno Latour, etc. Je pense que cette opération, qui, à travers ce livre qui a été un best-seller, a été menée sous les noms et les masques donc, de Sokal et de Bricmont, était en fait essentiellement destinée à mettre en œuvre un conflit, une polémique, mais sur les bases d'un différend intellectuel qui est resté caché dans ce livre, et qui en fait n'a jamais été explicité à ma connaissance par Chomsky lui-même. Un différend donc entre d'une part Chomsky, qui était devenu depuis le pape du ce qu'on appelle le cognitivisme, c'est-à-dire les sciences cognitives américaines, au départ américaines, parce qu'ensuite elles sont devenues internationales, et d'autre part le post-structuralisme. Qu'est-ce que voulait montrer le post-structuralisme ? Eh bien, il voulait montrer que toute l'histoire de la philosophie, depuis Platon jusqu'à ce qu'on appelle la phénoménologie, c'est-à-dire la grande philosophie allemande du XXe siècle, s'était engagée dans une impasse, et que cette impasse, on l'a appelée parfois la philosophie du sujet. Toutes les théories de la philosophie moderne qui reposent sur Descartes, je vais y revenir, et donc sur une théorie du sujet, elle-même fondée sur une question des idées qui se formulent chez Platon. Le post-structuralisme cherchait à montrer qu'il fallait dépasser ce point de vue pour pouvoir continuer à penser et penser autrement. En fait, ce courant critique venait beaucoup de Nietzsche et aussi de Freud, mais également de Althusser dont je vous parlais tout à l'heure, et donc de Marx.
et il passait par toutes sortes d'autres sources dont je ne vous parlerai pas. Mais il conduisait à poser que la philosophie moderne, incarnée par Descartes, et fondée par Descartes en tant qu'il est le penseur de l'opposition entre le sujet d'un côté et l'objet de l'autre, inaugurant ce qui allait s'appeler plus tard la mathésis universalis, c'est-à-dire le savoir universel, où le calcul devenait la clé de tous les savoirs, où tout devait devenir calculable. Cette critique que les post-structuralistes faisaient donc de cette philosophie du sujet entrait directement en conflit avec la thèse fondamentale de Chomsky sur le langage. Parce que Chomsky pose que le langage est fondé sur des idées innées qui fondent toutes les formes de savoir d'ailleurs, mais d'abord le savoir du langage, et que c'est ces idées innées qui constituent ce qu'il appelle les structures profondes du langage. Et selon lui, c'était dans Descartes en fait que cette proposition avait été formulée pour la première fois. Alors cette position de Chomsky a été résumée par un cognitiviste américain qui s'appelle Jerry Fodor, le voici. Je suis désolé pour les photos, elles sont toutes petites. Et il a présenté cela dans les termes suivants. Ici, il dit, en bas de la page, là, presque tout le monde sait que la doctrine cartésienne des idées innées est de retour, et en particulier sous le patronage de Chomsky, elle est explicitement interprétée comme une théorie de la structuration initiale, intrinsèque, génétique de l'esprit en différentes facultés psychologiques ou organes. Et un peu plus bas, dans la page, ici, il dit « Chomsky aime parler des structures mentales par analogie avec le cœur, les bras, les jambes, les ailes, et ainsi de suite. » Et il ajoute ici « L'enfant naît en sachant certaines choses sur les propriétés universelles des langues humaines possibles. » Plus loin, il pose en principe que finalement c'est ce savoir, alors malheureusement, si vous le voyez là, moi je ne le vois pas sur ma page, mais en bas, c'est caché là, il pose que toutes ces compétences, c'est ici, elles sont computationnelles, c'est-à-dire que ce sont des compétences de calculabilité, et qu'en fait l'esprit humain c'est en fait une espèce de machine à calculer, qui fait des calculs pour engendrer des règles qu'on appellera donc des règles génératives dans la théorie de Chomsky, et qui permettent d'engendrer des propositions, des façons de parler, des idées, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela. Je vous signale juste que dans la page suivante, il se réfère à Ménon. Pour ceux qui viennent suivre mon cours à Épineuil-le-Fleuriel, ils savent que moi aussi je commente Ménon, mais je n'interprète pas du tout Ménon comme Chomsky et comme Jerry Fodor. Je passe là-dessus parce que ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Chomsky a manifesté beaucoup d'agressivité à l'endroit de la pensée française, post-structuraliste, qui a critiqué le point de vue des cartésiens et disons la philosophie du sujet moderne. Mais en fait, à ma connaissance, en tout cas, Chomsky n'a jamais explicité lui-même directement les raisons pour lesquelles il s'en prenait à la philosophie française de Deleuze, de Derrida et d'un certain nombre d'autres. En fait, il a laissé d'autres gens que lui avancer ses arguments contre la pensée française, en particulier Jerry Fodor, qu'on vient de lire, Sokal, dont je vous montrais le titre tout à l'heure, mais il y a aussi d'autres personnes. En France, par exemple, il y a Jacques Bouvresse. Lorsque Chomsky s'exprime contre la pensée française, ça n'est pas sur le terrain théorique, c'est sous l'angle politique. Et c'est, en fait, en accusant généralement ces intellectuels français, pas seulement les intellectuels français, mais surtout les intellectuels français, qui ont eu un énorme succès aux États-Unis. En Amérique, dans les universités, les plus grandes universités, on enseignait essentiellement la pensée française dans les grands départements de théorie critique, comme on l'appelle. En fait, Chomsky a accusé ces intellectuels français d'avoir renoncé à la critique politique, d'avoir été en fait plus ou moins complices des mensonges des médias et d'avoir participé à ce qu'il a appelé la fabrique du consentement, dont on parle dans le film que vous avez dû voir récemment. Je voudrais vous dire ici que pour ma part, si je ne partage pas du tout les arguments de Chomsky, et même si je m'y oppose radicalement, en même temps je comprends très bien
qu'il puisse les tenir. Et même, je suis sûr qu'il est sincère sur ce point-là. Il est tout à fait convaincu de ce qu'il dit, et je suis certain qu'il s'exprime honnêtement. Et en même temps, je pense qu'il a tort. Et je pense qu'il a tort et que, d'une certaine manière, il évite le débat théorique vraiment sur les vrais sujets pour lesquels il y a un différend entre lui et la pensée française, non pas sur le plan politique, mais sur le plan philosophique. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais vu de la part de Chomsky de vraies argumentations, un vrai débat sincère contre ces points de vue des Français. Si je comprends moi-même pourtant son discours, et même si pour une certaine part je partage son énervement, c'est parce que pour l'essentiel, ce qu'on appelle la French Theory a conduit, à travers sa lutte contre l'État, car dans les années 60, Deleuze, Derrida, Foucault combattent l'État, eh bien ça a conduit à justifier, au nom de la critique des catastrophes totalitaires, en particulier des États, mais aussi au nom de ce que le Parti communiste français, par exemple, appelait le capitalisme monopoliste d'État, ça a conduit finalement à détruire la pensée d'une nouvelle puissance publique, à en rendre impossible d'imaginer une alternative à la forme de l'État et à la reconstitution d'une puissance politique publique. Et en particulier, ça a conduit à une non-critique du marketing et du consumérisme. Que, au contraire, l'école de Francfort, avec laquelle j'ai commencé tout à l'heure, à travers Habermas, avait commencé à entamer, avec Adorno dans la critique des industries culturelles, Marcuse dans L'homme unidimensionnel et dans Eros et civilisation, par exemple. Dès lors, tout a semblé conduire au fait que la théorie post-structuraliste crée une espèce de désert politique qui permettait au néolibéralisme et à ce qu'on appelle l'école de Chicago, et en particulier à son fondateur, Milton Friedman, de développer la révolution conservatrice et finalement d'imposer le point de vue et l'idéologie ultralibérale du dépérissement de l'État et de remplacer l'État par le marketing, parce que c'est ça qui s'est produit à la fin des années 70. Et ça a conduit finalement à ce que l'incurie néolibérale détruisant toute volonté politique, il n'y a plus que le règne de la marchandise, c'est-à-dire du calcul, parce que la marchandise, c'est avant tout ce qui a une valeur calculable. C'est donc le règne du profit. Pour autant, ce qui est étrange, c'est que Chomsky lui-même, à ma connaissance, ne fait pas de critique du marketing. Il critique les médias, bien sûr, c'est très connu le discours de Chomsky contre les médias, c'est ça qui l'a rendu célèbre dans la gauche, mais il ne fait jamais la critique vraiment du marketing. Et en particulier, il est très étrange que, c'est l'extrait du film que je vous montrais tout à l'heure, Edward Bernays, là, il faudrait qu'on voit ce film en entier, j'ai pas le temps de vous le montrer. On y fait référence dans Chomsky et compagnie. Il y a un Chomskyen canadien, je ne me souviens plus de son nom, un théoricien canadien, qui est un étudiant de Chomsky, un ancien étudiant de Chomsky, parle de Bernays. Et il dénonce le rôle de Bernays. Mais c'est étrange parce qu'il parle de Bernays, mais si Bernays est si important, ça veut dire que la théorie de Freud est efficace. Ça veut donc dire que la théorie de l'inconscient, la théorie du désir, qui a été forgée par Freud, même si elle a été détournée par son neveu Edward Bernays, est réellement fondée. Ça veut dire qu'il y a bien un inconscient derrière la conscience. Or ça, c'est le vrai différent qu'il y a entre Chomsky et le structuralisme ou le post-structuralisme français. Le post-structuralisme, que ce soit celui de Foucault, celui de Deleuze ou celui de Derrida, considère que Freud est un tournant fondamental de la pensée et que c'est à cause du freudisme qu'il faut dépasser la théorie du sujet. Parce que le sujet de Descartes, c'est un sujet absolument conscient de lui-même, transparent à lui-même, maître et possesseur de la nature, comme dit Descartes, et qui est capable de s'auto-comprendre et de s'auto-maîtriser. Alors que Freud dit, c'est pas vrai, derrière la conscience, il y a un inconscient, et cet inconscient, on ne peut pas y accéder nous-mêmes directement. Et ça, c'est la question fondamentale qui va conduire, par la manière dont Bernays va utiliser cette théorie pour en faire un système de contrôle des masses, à la destruction des savoir-faire, des savoir-vivre, des savoirs théoriques, et finalement au temps de cerveau disponible, à la fameuse fabrication de temps de cerveau disponible. Contrairement à ce que dit Chomsky, je considère, moi, que les compétences linguistiques ou les compétences humaines en général, on ne les a pas de façon innée. Elles sont totalement inexistantes et ce n'est que par l'éducation qu'on peut les former.
le langage, ça doit être appris. Faire pipi et caca dans son pot, ça doit être appris. Marcher, même debout, ça doit être appris. Si vous avez vu l'enfant sauvage, vous voyez qu'il ne marche pas vraiment debout. Il court presque à quatre pattes comme un chimpanzé. Tout ce que nous sommes, nous devons l'apprendre. Alors Chomsky ne dirait pas qu'on n'apprend pas, mais il dit, lui, que cette base d'apprentissage, elle est câblée dans le cerveau d'une manière neurologique, en fait. Et c'est ce que je conteste. Je pense que le cerveau, c'est essentiellement, le cerveau humain, un espace plastique qui est capable de se transformer en permanence, pour le meilleur et pour le pire. Et que ce qui peut être formé, ça peut être aussi déformé. Et ça, c'est la déformation du cerveau humain. Et que c'est ça la vraie question. Et c'est pas simplement la question de la manière dont, par exemple, l'école de Chicago, à travers le contrôle des médias américains, a dissimulé et masqué ce qui s'est passé au Chili, puisque ça a commencé là, avec la destruction de l'expérience de l'unité populaire de comment s'appelait-il? Allende. Mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que ça, c'est une transformation des comportements individuels dès les bébés. Je ne vais pas vous en parler, j'en ai très souvent parlé. Et ça pose le problème de ce que un autre grand penseur, qui s'appelle Piaget, un psychologue suisse, a opposé à Chomsky. Dans une rencontre qui a eu lieu dans les années 60 entre Chomsky et lui, en France, à Cerisy-la-Salle, dans un grand colloque sur les théories de l'apprentissage, où Piaget contestait les analyses de Chomsky. Il les contestait dans ses textes, où il dit qu'en fait, la psychogenèse est en fait une construction constante, et où il montre qu'à partir de 2 ans, il y a des processus qui se mettent en œuvre, qui permettent de mettre en place des fonctions cognitives, et que ces processus, eh bien, ils vont conduire à la redécouverte de tous les apprentissages que l'humanité a acquis depuis des milliers et des milliers d'années. Et évidemment, je ne vais pas vous commenter l'ensemble, mais il va dire que si on suivait la théorie de Chomsky, ça voudrait dire que, ici ça vaut le coup de le lire de près, c'est pas ça, c'est un petit peu plus loin. Il dit d'abord, l'enfant en quelques années reconstruit spontanément les opérations et structures de base de nature logico-mathématique, et plus loin il dit, si ces compétences étaient préformées, c'est-à-dire s'il y avait des bases et structures fondamentales à l'intérieur du cerveau pour ça, ça voudrait dire que, ça signifierait donc que le bébé à sa naissance possède déjà virtuellement tout ce que Évariste Galois, Cantor, Hilbert, Bourbaki, MacLean ont pu actualiser depuis. Et donc il dit c'est une absurdité, parce que tout ça ce sont des choses qui se sont produites en dehors du cerveau, dans la société, et pas dans le cerveau. Et il ajoute, les structures logico-mathématiques en leur infinité ne sont pas localisables ni dans les objets ni dans le sujet à son point d'origine. Et ça se situe ailleurs. Ensuite, il fait référence à Konrad Lorenz, un éthologue allemand très connu, qui a développé ce qu'on appelle la théorie de l'empreinte, et il montre que même lui, qui a voulu démontrer que la raison innée existait, a été obligé de conclure que, cependant, ce contenu, ces phénomènes d'empreinte sont quasiment vides au départ. Alors, pour ma part, j'ai développé une théorie qui consiste à poser qu'en réalité, le cerveau humain, c'est un organe extrêmement plastique qui est capable d'apprendre absolument en permanence jusqu'à la fin de la vie. À 110 ans, il y a des gens qui vivent 110 ans, on a même atteint 120 ans, on apprend encore quelque chose. Ça n'est pas le cas des chimpanzés. Ce n'est pas le cas du toutou qui était là tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'il s'est mis à aboyer d'ailleurs. Parce qu'on dit que les chimpanzés, vous avez peut-être entendu parler de Pépé, qui était la guenon de Léo Ferré, il a dû se séparer d'elle parce qu'à un moment donné, elle est devenue méchante. Les animaux, il y a un moment où ils ne peuvent plus apprendre, et dans ce cas-là, ils ont une tendance à redevenir instinctifs, si vous voulez, et ils peuvent devenir dangereux. Nous, les êtres humains, nous avons un cerveau qui est absolument plastique, qui peut se remettre en question en permanence. Même si, quand on vieillit, on a de plus en plus de difficultés à ça, parce qu'il y a une mort cellulaire qui fait qu'on a plus de mal à apprendre les langues, par exemple, que quand on est petit. Et ce que je soutiens, moi, c'est qu'en fait, ce qui est très important, ça n'est pas ce qui se passe dans le cerveau, c'est ce qui se passe entre le cerveau et le milieu technique dans lequel ce cerveau vit. Par exemple, un cerveau qui manipule les silex taillés, en manipulant ces silex taillés, il va créer des circuits synaptiques nouveaux qui vont faire des processus d'apprentissage, et sur la base de ces apprentissages, il va pouvoir inventer de nouveaux objets avec lesquels, à travers ces objets, il va pouvoir apprendre de nouvelles choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces objets, ils vont se transmettre de génération en génération. Et que du coup, il y a des phénomènes d'élaboration de connaissances qui s'opèrent non plus du tout dans le cerveau et au niveau génétique, mais en fait hors du cerveau. Ce qui fait qu'ils peuvent se transmettre de génération en génération.
Vous savez peut-être que depuis Darwin, on sait qu'il n'y a plus de transmission par ce qu'on appelle l'hérédité des caractères acquis. Autrement dit, des caractères innés, qui deviendraient innés, par une acquisition qui deviendrait innée. Ça, c'est la théorie de Chomsky, d'une certaine manière, de dire que c'est de l'inné qu'on part pour acquérir des choses. Moi, je soutiens, mais quand je dis moi, je m'appuie sur Piaget et sur toutes sortes d'autres gens, sur le roi Gourand en particulier, qu'en fait, c'est un processus d'extériorisation technique qui modifie la forme de la vie et qui donne ce qu'on appelle l'être humain et qui est à l'origine de la cognition. Alors, Chomsky, lui, revenons à la philosophie du sujet, à la question du sujet, Chomsky il pose que c'est Descartes, le grand penseur, et que c'est de Descartes qu'il faut partir. Que, en fait, Descartes, c'est le penseur de la subjectivité transcendantale, comme on l'appelle, et qui est totalement transparente à elle-même, qui est capable de développer par une méthode, la méthode que développe donc Descartes, dans la méthode, mais aussi dans les méditations, pour mettre en œuvre ce qu'il appelle une mathésis universalis, c'est ce que Leibniz va appeler une mathésis universalis, qui va se permettre, en développant une théorie parfaitement fondée du sujet, de prendre le contrôle total des objets, c'est-à-dire du monde, c'est-à-dire de la nature, pour, comme dit Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et moi je pose avec les post-structuralistes, même si je suis critique aujourd'hui sur les post-structuralistes, que ce qu'ignore Descartes, c'est l'inconscient. Et tout ce qui, par exemple, dans le langage, qui est hérité pour moi par des pratiques culturelles, qui est formé par des pratiques culturelles, mais qui est hérité par l'apprentissage et la culture, vient remettre en cause l'autonomie de ce sujet. Si le sujet dépend du langage qu'il apprend, eh bien le langage n'est pas totalement transparent en lui-même. Par exemple, quelqu'un qui parle chinois ne pense pas exactement comme quelqu'un qui parle une langue indo-européenne. Ça ne veut pas dire qu'il est moins intelligent, ou qu'il est plus intelligent. Ça veut dire qu'il pense autrement, et tant mieux. Parce qu'il faut pouvoir penser autrement. C'est une chance, ça s'appelle la négantropie. On pourrait appeler ça, non pas la diversité biologique, mais la diversité culturelle. Cela dit, ce que reproche peut-être Chomsky à la critique post-structuraliste, au point de vue des post-structuralistes qui ont contesté le point de vue de Descartes, c'est que finalement, cette pensée qui a conduit à ce qu'on a appelé la postmodernité a conduit aussi à un renoncement à la lutte politique. Et c'est vrai que, par exemple, Jean-François Lyotard, qui était aussi quelqu'un de la French Theory, du post-structuralisme, a écrit dans un livre qui s'appelle « La condition postmoderne » que le temps des grands récits d'émancipation était terminé. Et que finalement, ces illusions du XIXe siècle, qui étaient qu'on aurait pu se libérer d'un certain nombre de processus d'aliénation, eh bien, il fallait y renoncer. Il a publié ce livre en 1979, l'année où Margaret Thatcher a pris la tête de l'Angleterre. Et un an avant que Ronald Reagan ne prenne la direction des États-Unis. C'est-à-dire au moment où la révolution conservatrice s'est développée, pour essayer de nous faire comprendre que non, c'est foutu, il n'y a aucune alternative, there is no alternative, au capitalisme et au néolibéralisme. Pourtant, il ne faut pas jeter dans les orties la pensée des déconstructionnistes, pas plus d'ailleurs qu'il ne faut jeter aux orties Descartes ou Chomsky. Je ne suis pas en train de... Non, il faut essayer de penser mieux qu'eux. Parce que nous sommes au XXIe siècle. Eux, ce sont des gens du XXe siècle. Lui, c'est un homme du XVIIe siècle. Et le monde évolue. Et ce qu'il faut, c'est reprendre toutes ces pensées et les critiquer. Et si on veut faire de la politique, il faut commencer par penser. Un militant, ça pense. Avant de faire des manifs, de faire des grèves, de mettre des tracts, ça commence par penser. Si on ne réarme pas la pensée, on sera foutu. Parce que je peux vous dire que du côté du néolibéralisme ou de l'ultralibéralisme, ça pense. Ça pense beaucoup. Par exemple, j'ai une correspondante d'Ars Industrialis en Italie, à Rome, qui est une journaliste de la RAI, qui m'a expliqué un jour, elle m'a envoyé un document, qu'elle m'a traduit en français, pour montrer comment Berlusconi, les gens qui sont autour de Berlusconi, lisent Gramsci et le réinterprètent pour l'utiliser, pour contrôler le comportement des électeurs italiens. Eux, ils lisent. Eux, ils pensent. Ils réfléchissent. Certainement pas pour faire des choses qui me plaisent ou qui nous plaisent, mais ils travaillent. Et nous, on ne fout rien. On proteste, on résiste, on s'oppose. Ce qu'il faut faire, je le fais moi. Mais ça ne suffit pas. Il faut travailler.
Et donc il faut revenir sur les débats, sur les polémiques. Et il ne faut pas enfouir, comme Sokal et Brikmont ont voulu le faire, les causes du conflit entre Chomsky et Derrida, par exemple. Il y a des causes profondes à ça, il faut les analyser. De quoi s'agit-il? Je vais vous dire une chose, par exemple. C'est un énorme sujet, mais pour que vous puissiez voir vers quoi j'essaye d'aller moi-même, et vers quoi je vous propose d'aller réfléchir. Qu'est-ce qu'a fait Jacques Derrida dans ce qu'on appelle la déconstruction? Il a élaboré une philosophie qui a consisté à relire pratiquement toute l'histoire de la philosophie depuis Platon, même avant, pour montrer que cette philosophie, elle reposait sur des oppositions. Par exemple, le bien d'un côté, le mal de l'autre. L'âme d'un côté, le corps de l'autre. La vie d'un côté, la mort de l'autre, etc. Et il a essayé de montrer qu'en fait, ça ne marchait pas comme ça. Que la réalité humaine était toujours faite de composition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre, par exemple. Il n'y a pas le monde des idées là-haut, pur et transcendantal, et ici, le monde des crétins. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est essentiellement sous les coups de boutoir de la pensée freudienne et de la pensée de l'inconscient, je crois, moi, que Nietzsche d'ailleurs avait un peu préfiguré, que toutes ces remises en question des oppositions fondamentales, par exemple entre l'âme et le corps, ont été faites par les post-structuralistes. Le problème, et là je pense que ces acquis du post-structuralisme sont absolument fondamentaux et qu'il faut les revisiter. Il ne faut pas du tout les abandonner, on ne peut pas revenir en arrière, à mon avis. Mais le problème qu'a posé cette critique, c'est qu'elle a fini par conduire à une liquidation de la possibilité de la critique elle-même. Dans plusieurs textes, Derrida, dans un que j'ai d'ailleurs commenté récemment dans mon dernier livre, il a parlé d'une explosion du sujet critique, comme si le sujet explosant, la critique n'était plus possible. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave et extrêmement dangereux. Si personnellement j'attache une très grande importance à Derrida, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une en particulier, c'est parce qu'il a commenté un texte de Platon qui s'appelle Phèdre, et qui parle de l'écriture, et dans lequel Socrate accuse l'écriture d'empoisonner la cité. Ou plus exactement, Socrate accuse les sophistes qui utilisent l'écriture de manipuler les esprits des jeunes Athéniens avec l'écriture pour leur faire croire qu'ils pensent au moment même où ils empêchent de penser. L'argument de Socrate, c'est de dire qu'en fait, quand on confie à l'écriture sa mémoire et sa réflexion, en fait, on extériorise sa pensée d'une telle manière que finalement cette pensée devient manipulable et finalement on ne pense plus par soi-même. On se laisse télécommander par ceux qui savent bien manipuler ce que Socrate appelle la logographie, c'est-à-dire la manipulation par les écritures du logos. Vous savez sûrement que Platon disait on ne peut penser que par soi-même. Penser, c'est penser par soi-même. Et quand Platon accuse l'écriture d'empêcher de penser, il l'accuse en fait de court-circuiter ce qu'il considère être la véritable forme de la pensée qu'il appelle l'anamnésis, la réminiscence. Et ce qu'il décrit, c'est en fait un processus de prolétarisation. En tout cas, c'est la thèse que je soutiens. Parce qu'il dit, à partir du moment où on peut formaliser le savoir mnésique, le savoir de la mémoire, sous forme technique dans l'écriture, en fait, cette écriture peut court-circuiter le travail de la mémoire elle-même. C'est une expérience que nous faisons tous lorsque nous nous disons, tiens, je ne connais même pas mon propre numéro de téléphone. Depuis qu'on peut mettre son numéro dans son téléphone, ce que nous faisons tous maintenant, et c'est très facile, parce qu'il y a des fonctions qui permettent de le faire très facilement, eh bien on ne connaît plus, moi je ne connais pas le numéro de Caroline, par exemple. J'appuie sur un bouton de mon appareil, mais du coup, le numéro de Caroline n'est plus dans ma mémoire. Et ça, Platon l'a posé il y a déjà 25 siècles. Et il a dit, ça c'est très dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il disait qu'il ne fallait pas écrire, il n'a pas arrêté d'écrire. Mais ça veut dire qu'il disait qu'il fallait avoir un rapport à ce pharmacone, puisqu'il appelle ça comme ça, qu'il proposait être une thérapeutique. Lui, il disait, je suis un médecin, un thérapeute. Pourquoi pharmacone? Pharmacone, en grec, ça veut dire drogue, au sens très large, au sens où un médicament est une drogue. Et un pharmacone, dit Socrate, c'est autant un poison qu'un remède. Il est évident que l'écriture est la condition de la philosophie. Ça a été d'ailleurs mis en évidence, surtout par Husserl au XXe siècle, un philosophe allemand que Derrida a beaucoup commenté. Husserl a montré que la géométrie est impossible sans l'écriture. Or, la géométrie, c'est le modèle de ce que Platon appelle l'anamnésie, c'est-à-dire la réflexion, la pensée par soi-même. Ça veut donc dire que l'écriture,
que Platon appelle l'hypomnésis, qui est la mémoire artificielle, est la condition de construction d'une anamnésis, c'est-à-dire d'une pensée véritable, d'une pensée par soi-même. Autrement dit, il ne faut pas opposer la pensée hypomnésique, artificielle, la mémoire artificielle et la mémoire psychique. La mémoire psychique, c'est toujours une manière que l'individu a de s'approprier une mémoire artificielle. Ce qui est important, c'est de faire de cette mémoire artificielle des processus de savoir, et non pas des processus de prolétarisation. Qu'est-ce que je veux dire? Si maintenant, nous regardons cette image, vous la connaissez tous, je pense, elle est issue des temps modernes de Charlie Chaplin. De quoi parle Charlie Chaplin dans cette scène très comique? Du travail à la chaîne. Ce travail à la chaîne, que là on voit cette fois-ci en vrai, c'est le montage d'une Forte à la chaîne. Qu'est-ce que c'est? C'est la prolétarisation portée à son extrême. Les gens qui travaillent là ne savent rien. Ils n'ont absolument pas besoin de savoir quoi que ce soit. Dans ces usines qui produisent des objets à la chaîne, on n'a pas besoin d'ouvriers. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui œuvre, et il œuvre à partir d'un savoir. Il est chaudronnier, il est maçon, il est charpentier, il est tout ce que vous voulez, il sait des choses. Eux, ils ne savent rien. Je ne dis pas ça pour les dévaloriser. Je dis ça parce que c'est une organisation du travail qui a été conçue à la fin du XVIIIe siècle, qui a été perfectionnée par Frederick Taylor, qui a conduit à ça. Et ça produit ce qu'on appelait des ouvriers spécialisés, les OS, c'est-à-dire le bas du bas de l'échelle sociale, ceux qui sont le plus mal payés, et qu'on trouvait dans les usines Renault. Ça, c'est une usine américaine, et ça, c'est les usines Renault, c'est Billancourt, ça. Et vous savez que Billancourt, on l'appelait la forteresse ouvrière, c'était là que le prolétariat était le plus dur, c'était là que la CGT régnait, hein, très fortement, sur le prolétariat. Ce que disait Karl Marx, c'est que un ouvrier, dans la première analyse qu'il fait du prolétariat, c'est-à-dire en 1848, dans le manifeste du Parti communiste, il dit un ouvrier, quand il devient un prolétaire, ça n'est plus un ouvrier. Parce que l'ouvrier sait quelque chose, le prolétaire ne sait plus rien. Pourquoi? Parce que son savoir est passé dans la machine. L'ingénieur lui a pris son savoir, il l'a encapsulé dans une machine qui s'est automatisée, et donc il n'est plus que l'esclave de la machine. Il ne sait plus rien. Moi, ce que je soutiens, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé dans le domaine de la production au XIXe siècle, ça s'est ensuite passé dans le domaine de la consommation au XXe siècle. Le temps de cerveau disponible que vous transmettez F1, c'est il vous prive de votre savoir-vivre, il vous impose une façon de vivre, et surtout, il l'impose à vos enfants. Parce qu'en fait, il vise vos enfants pour que vos enfants vous obligent à acheter des choses dont vous n'avez pas besoin, mais eux, ils le veulent. Ils veulent des Danone de toutes les couleurs, ils veulent des trucs en forme de Mickey, et puis ils veulent aussi une bagnole à 50 000 € que vous n'avez pas du tout les moyens de vous acheter. Alors vous feriez bien mieux de mettre de l'argent à gauche pour les envoyer à l'école, peut-être dans une bonne école, mais vous achetez quand même la bagnole. Et on va mettre en place un système exprès pour que vous puissiez l'acheter, qui s'appelle les subprimes. Alors, ce que je regrette, moi, beaucoup dans la théorie de Chomsky, c'est qu'elle ne tient absolument pas compte du fait que le savoir est en fait toujours extériorisé, le savoir humain, dans du silex taillé, sur les murs des grottes de Lascaux, dans des objets usuels, dans des formes d'écriture hiéroglyphique à partir d'il y a 6 ou 7 000 ans, puis sous la forme de l'écriture alphabétique il y a à peu près 3 000 ans, que nous utilisons toujours, vous écrivez encore avec cette écriture, puis sous des nouvelles formes, l'écriture imprimée, puis ensuite sous la forme d'enregistrement analogique, des phonographes, des photos, des films, et puis finalement sous la forme d'ordinateurs, d'appareils automatiques qu'on appelle numériques. Ce que je crois, c'est que ce à quoi a contribué Chomsky sur le plan théorique, c'était à l'élaboration d'un savoir qui a servi en fait à la prolétarisation. Et c'est là que je me pose des problèmes avec Chomsky, qui d'un côté a un discours politique extrêmement radical, que je partage la plupart du temps d'ailleurs, pas toujours, mais souvent, et de l'autre côté, une pratique scientifique et théorique où il dit, on ne mélange pas, la science c'est une chose, la politique c'est autre chose, et les deux n'ont rien à voir. C'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai parce que les questions de savoir de ce qui se passe par exemple dans le cerveau, ça a des conséquences politiques absolument fondamentales. Quand on pose que le cerveau, en fait, est une machine computationnelle, parce qu'en fait c'est à ça que conduit le cognitivisme, en s'appuyant sur Chomsky,
et qu'on peut remplacer cette machine computationnelle qui est le cerveau par un ordinateur, et par exemple par un système d'intelligence artificielle, on crée les conditions pour opérer un massif processus de prolétarisation de toutes les fonctions. Pas simplement des fonctions de production comme dans les usines, pas simplement des fonctions de consommation comme dans les médias de masse qui vous font consommer des trucs dont vous n'avez pas besoin, mais aussi des fonctions intellectuelles les plus élevées, dont celle de Alan Greenspan. Parce qu'Alan Greenspan, quand on lui a demandé à la fin 2008 à Washington, mais pourquoi est-ce que vous avez laissé faire ces trucs-là, il a dit, mais je ne savais pas comment ça marchait. C'était trop compliqué. Ces processus, c'était des processus qui marchaient à la vitesse de la lumière. Personne ne peut mépriser ça. Eh bien, le cognitivisme, il a servi à légitimer ce processus et il a empêché de penser le fait que le savoir repose sur un processus d'extériorisation. Et que cette extériorisation, elle n'a pas commencé avec les ordinateurs, elle a commencé dès le silex taillé. Mais que cette extériorisation, elle peut être mise au service soit d'une augmentation de l'élévation de l'individu, d'une sublimation, d'une amélioration de son intelligence, de ses modes de vie, de sa civilisation, etc., soit au service, au contraire, de sa désindividuation, c'est-à-dire de sa régression. C'est un sujet qui a été pensé, ça, selon moi, par Donald Winnicott, un pédopsychiatre anglais qui a étudié le doudou. C'est un doudou, ça. C'est traduit en français par Jeu et réalité. C'est un livre extrêmement important. Winnicott explique qu'en fait, ce qui fait qu'un enfant devient un enfant, c'est dans le rapport à son premier objet. Ce premier objet, c'est ça. Enfin, c'est pas forcément ça. Ça peut être son pouce, ça peut être une tétine, ça peut être, en général, c'est un bout de chiffon. Ça commence par être un bout de chiffon. Et c'est un substitut du corps de sa mère. Et c'est à travers le substitut du corps de sa mère qu'il investit cet objet de fantasme, qui développe son imagination. Et Winnicott explique que quand la mère est une mère, une bonne mère, comme il dit, eh bien, elle va croire, comme l'enfant, qu'en effet, ce doudou est chargé de tout un pouvoir, est idéalisable, et en fait, ça va être l'objet qui va leur permettre à la mère et à l'enfant de communiquer dans des relations qui sont parfois très compliquées entre les mères et les enfants. Cet objet, il l'appelle l'objet transitionnel. Il y a un livre donc, de Winnicott qui s'appelle Les objets transitionnels, on voit là la couverture en français. Et ça, c'est ce que je crois que Chomsky et le cognitivisme ignorent radicalement, parce qu'ils sont en fait des adversaires de Freud et de la théorie de l'inconscient qui est à la base du capitalisme américain. Mais si le capitalisme américain a pu l'utiliser pour développer son modèle consumériste, c'est parce qu'en fait on a laissé, si vous voulez, le capitalisme s'emparer de cette puissance théorique, alors qu'on aurait dû se servir de cette puissance théorique. C'est ce que voulaient faire Marcuse et l'école de Francfort pour combattre le capitalisme. Ce que met en œuvre Chomsky, qui s'appelle la théorie computationnaliste de la cognition, computationnaliste, ça veut dire que tout est calculable, que toutes les connaissances sont des algorithmes qui peuvent être transformés en algorithmes calculables par une machine, par exemple, donc en intelligence artificielle, eh bien c'est ce qui a été mis en œuvre de manière systématique et massive par le capitalisme contemporain pour réaliser un processus de calculabilité généralisée. Ce que dit Winnicott, c'est que le désir, son objet, est incalculable. L'objet du désir, c'est un objet infini. Et cet objet infini, si on le détruit, on détruit le désir. Et si on détruit le désir, on détruit l'être humain. Parce qu'un être humain qui n'a plus de désir, ça devient un être absolument pulsionnel, ça devient une bête féroce. Et ça, on est au bord de cette situation aujourd'hui. C'est véritablement ça le problème qui se pose dans nos sociétés. Les sciences cognitives computationnalistes, dont Chomsky est le principal penseur, ont eu pour conséquence de fabriquer des appareils d'automatisation de la pensée et d'extériorisation machinique de cette pensée fondée sur le calcul, mais ça a conduit à la prolétarisation dont je parlais tout à l'heure, et derrière tout ça, il y avait une idéologie. Cette idéologie, c'est que la pensée, c'est un calcul et que tout est réductible à un calcul. C'est l'idéologie des cognitivistes, y compris de Chomsky, mais c'est aussi l'idéologie de Milton Friedman. Donc si Chomsky veut vraiment combattre Milton Friedman, il faudrait qu'il se mette au clair sur qu'est-ce qu'il a à dire de l'incalculable et quel est son rapport à la calculabilité. Ce processus de prolétarisation généralisée qui s'est développé au cours de 2 siècles et demi, dont le premier théoricien est Adam Smith, il a conduit, vous le savez bien, à 2008. Ce que vous voyez là en novembre, c'est la chute du Dow Jones, et dans cette chute, c'est 95% de la valeur de General Motors qui s'est envolée en l'espace de 2 mois et qui laisse ce Golden Boy tout à fait stupéfait. Mais cette crise de 2008, c'est pas simplement, ça laisse pas stupéfait simplement les Golden Boy et la financiarisation, c'est aussi la découverte que la planète est pourrie, qu'elle est absolument intoxiquée, qu'il n'y a plus de réserve énergétique,
et que finalement, ça nous conduit à ça. Et ça, c'est Fukushima. Qu'est-ce qui a engendré ça? Moi, je forme des ingénieurs. Je suis prof dans une université scientifique. Mes ingénieurs, en biologie par exemple, je leur pose maintenant tous les ans la question. Au début de chaque fois que je commence un cours, je demande combien il y a de biologistes dans la salle. Et une fois qu'ils se sont identifiés, je leur demande de m'expliquer la différence entre Lamarck et Darwin. Eh bien, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas quelle est la différence. Et très régulièrement, pas toujours, mais très régulièrement, quand je demande à des physiciens, parce que j'ai des ingénieurs en mécanique, en fait ce sont des physiciens, ce que c'est que la théorie thermodynamique et le concept de métastabilité, ils sont incapables de me le dire. C'est parce que ce ne sont plus des théoriciens, on les a coupés de la théorie. Les gens qui ont fabriqué cette machine-là, qui s'appelle Fukushima, ce sont des ingénieurs comme ça. Et ça a donné ça. Et ça a été engendré sous la pression de gens comme ça. Ça, c'est le monsieur qu'on voyait tout à l'heure, mais il a vieilli en quelque temps. Vous voyez, il a beaucoup vieilli. C'est le patron de TEPCO. Et il est totalement prolétarisé, parce qu'il ne comprend pas les conditions dans lesquelles sa centrale nucléaire fonctionne, ou plus exactement dans lesquelles elle dysfonctionne. Vous savez bien, je pense que vous devez le savoir, qu'il y a 4 ans, un sismologue japonais qui faisait partie du conseil du comité scientifique de sécurité de Fukushima avait dit mais elle est pas fiable la machine. Ils l'ont viré. Et s'ils l'ont viré, c'est pas parce que lui est forcément malhonnête, mais c'est parce que lui dépend d'actionnaires. Et ces actionnaires utilisent sa prolétarisation, c'est-à-dire le fait qu'il ne sait plus comment les choses fonctionnent pour pouvoir le manipuler. Tout comme lui, Greenspan. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a un truc qui circule, c'est voilà, Alan Greenspan, c'est ça. Un prolétaire. Ou lui, Carlos Ghosn. Ces gens-là qui sont à la tête de Fukushima, de la réserve fédérale américaine, de Renault, Nissan en France, eh bien en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ont été totalement prolétarisés. Le seul qui comprenait peut-être, c'est lui. Vous savez qui c'est? C'est Bernard Madoff. Il est en prison, il a pris 150 ans. Les sciences cognitives, dont Chomsky est un des fondateurs, en fait s'appuient d'abord sur la théorie d'Alan Turing, ce mathématicien anglais, qui s'est suicidé. Je vous dirai peut-être pourquoi tout à l'heure dans la discussion. Alan Turing, c'est un très grand mathématicien qui, dans les années 30, a élaboré un théorème de mathématiques qui s'appelle le théorème de la machine universelle. Dans ce théorème, il disait que toute activité cognitive pouvait être réduite au fonctionnement de ce qu'il appelait une machine abstraite. Cette machine abstraite, disait-il, est en fait l'analogue formel de toutes les machines qui permettent de produire de la computation. Et de la computation, pas simplement de la computation, mais de la cognition, c'est-à-dire de l'activité mentale. Les cognitivistes ont utilisé lui et Chomsky, lui comme théoricien mathématique de la calculabilité, Chomsky comme théoricien linguiste de la génération des comportements, des règles cognitives, et von Neumann comme physicien penseur de ce qu'on appelle le hardware des ordinateurs, qui était un grand physicien à Los Alamos, en Californie, qui avait quitté l'Allemagne, heureusement pour nous, parce que c'est un peu grâce à lui que finalement la bombe allemande, enfin c'est pas grâce à lui, mais c'est entre autres avec lui et Alan Turing que la bombe allemande H n'a pas été faite avant la bombe H américaine. Ce sont ces 3 personnages qui sont à la base, Turing, Chomsky et von Neumann, de la pensée cognitiviste. Et le cognitivisme a posé en principe que tout comportement intellectuel sur la base de la théorie de Chomsky et sur la base de Turing était transformable en calcul. Ce qu'ont oublié les cognitivistes, c'est que Turing disait « ma machine abstraite a une mémoire infinie ». Or Leibniz disait que s'il y a une mémoire infinie, la seule mémoire infinie qui soit possible, c'est la mémoire de Dieu. Il disait si Dieu est Dieu, c'est parce qu'il a une mémoire infinie. Mais une mémoire en principe, c'est une mémoire finie. Et une machine, d'ailleurs, c'est toujours une machine concrète. Une machine abstraite, ça n'existe pas. Une machine, c'est concret. Il n'y a pas de machine infinie. En revanche, nous sommes, nous, des êtres capables d'infinitiser. C'est-à-dire que notre capacité à produire du désir nous permet de projeter à l'infini des possibilités et finalement de ne pas nous réduire précisément à de la pure calculabilité, mais à toujours produire des choses qui sont de l'ordre de l'incalculabilité. Pour conclure, je dirais que
À mon avis, la grande question qui doit se poser aujourd'hui, c'est comment repenser la théorie freudienne qui a été élaborée au début du XXe siècle, avec une pensée de l'objet transitionnel dont je parlais tout à l'heure avec Winnicott, mais qui intégrerait la technique dans l'élaboration du désir. Et ça, c'est ce qu'on ne trouve pas dans la théorie freudienne. Et à mon avis, c'est ce qui a été la limite du post-structuralisme, qui n'a pas été capable de voir comment, pour dépasser les impasses, parce qu'il y a des impasses de la théorie freudienne, par exemple, comment on distingue la libido de la pulsion, il fallait en fait faire de l'objet technique un objet d'investigation et comprendre qu'il est la condition de l'élaboration du désir. Ça, c'est ce que dit Winnicott, mais il a élaboré ce point de vue, en fait, sur ces objets techniques très particuliers que sont les doudous et les jouets. Même s'il disait qu'en fait, tous les objets de la sublimation, les objets de la science, les objets de l'art, etc., sont en fait des objets traditionnels pour adultes. Donc il ouvrait la possibilité à ça. Mais ça n'a jamais été investigué plus que cela. C'est très important. Pourquoi ? Parce que ces objets, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec Platon, ce sont des pharmacas. C'est-à-dire ce sont des poisons autant que des remèdes. C'est d'ailleurs ce que dit Winnicott lui-même. Il dit quand la mère ne s'en sort pas bien avec son gosse, l'objet traditionnel qui était positif pour l'enfant, devient une calamité. Ça devient un objet d'addiction. Et ça fait un gosse capricieux, voire totalement pulsionnel et complètement coupé du monde. Aujourd'hui, il faut réélaborer j'appelle ça moi une pharmacologie qui repense les objets techniques dans le sens de la déprolétarisation. Et cette déprolétarisation, c'est le vrai sujet. C'était le sujet du texte d'Habermas dont je vous parlais tout à l'heure, ou de l'école de Francfort, de Marcuse ou de Adorno. Lorsque Habermas disait que la science et la technique comme idéologie ont été mises au service du capitalisme, il ne disait pas qu'il fallait du coup lutter contre la science et la technique. Il disait qu'il fallait réélaborer une pensée de la science et de la technique qui donne une dimension, qui fasse de la science et de la technique une alternative au capitalisme, et non pas une soumission au capitalisme. De ce point de vue-là, je crois qu'il faut dépasser Chomsky. Ça ne veut pas dire qu'il faut le jeter à la poubelle, mais ça veut dire qu'il faut arrêter en particulier de le suivre sur le fait qu'il y a la science d'un côté et la politique de l'autre. C'est absolument faux. Et toute une partie de son travail, je dirais que la partie la plus importante de son travail, parce que Chomsky c'est avant tout comme un savant qu'il est connu, eh bien, elle est, à mon avis, mise en œuvre dans le très mauvais sens. Et donc il faut faire une critique de cette mise en œuvre, il faut faire une critique du cognitivisme, et il faut réélaborer une pensée politique des savoirs, réélaborer un projet politique quant au savoir, non pas pour simplement s'opposer aux OGM, au nucléaire, ça il faut le faire peut-être, mais il faut surtout proposer, il faut élaborer, il faut projeter, il faut reconstruire ce qui était le projet des Lumières et ce qui a toujours été les grands projets de la philosophie, qui était de mettre les savoirs au service d'une alternative. Il n'y a pas chez Chomsky la proposition de la moindre alternative. Il s'oppose, à juste titre, à l'école de Chicago, il s'oppose à Pinochet, il s'oppose au service secret américain, il s'oppose aux médias israéliens qui nous racontent n'importe quoi sur la Palestine, au risque peut-être parfois de déraper, parce que moi je ne pense pas qu'il ait eu raison de prendre le point de vue de Faurisson, mais enfin ça c'est une autre affaire. Mais dans tous les cas, il ne propose rien. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il est un anarchiste et qu'il n'a rien à proposer. Et je pense qu'il faut proposer des choses. La jeunesse a besoin qu'on lui propose des choses. La jeunesse a besoin absolument qu'on lui donne de l'espoir. Et ça n'est pas en disant on va combattre les gens qui disent qu'il n'y a pas d'alternative sans proposer d'alternative qu'on va reconquérir l'espoir de la jeunesse. Qu'on va rendre à la jeunesse de l'espoir et qu'on va reconquérir auprès de la jeunesse un crédit. Voilà la vraie question. Voilà pourquoi je voulais vous proposer de nous mettre au clair avec les questions de Chomsky. C'est très très bien ce que fait Chomsky. C'est très bien que là-bas, si j'y suis, répercute tout ce qu'il dit contre beaucoup de malfaçons produites par l'idéologie du consentement, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, il faut se mettre à travailler. Il ne suffit pas de résister, il ne suffit pas de dénoncer, il faut bosser. Donc, bon courage et merci de votre attention.